Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette deuxième conférence dans notre cycle dédié au projet urbain et qui s'inscrit notamment dans le cadre des ateliers du projet en semestre 6. Donc, je m'appelle Jim New, je suis maître de conférence et coordinateur de ce cycle qui a été monté de manière collégiale. Avec les autres enseignants, on est une dizaine de groupes en semestre 6. Et on est très heureux de pouvoir accueillir ce soir Antoine Viguer-Kohler, architecte, urbaniste et associé de l'agence TVK pour parler de leur travail, de leur agence, et notamment sur, vous voyez là, les métamorphoses de l'infrastructure. Je ne vais pas essayer de comment dire, résumer leur production, bien sûr, ou leur démarche. Je voudrais peut-être, pour être rapide, juste souligner, je pense, la continuité de leur recherche prospective. Je trouve un parcours riche et assez exemplaire. Ce travail de longue date qu'ils ont développé, et notamment déjà dès leur projet de diplôme, qui a mobilisé plusieurs étudiants entre différentes écoles, ou ce travail qui a donné suite à un très bel ouvrage, si vous connaissez, je pense, la ville du périphérique, donc leur projet de PFE, du diplôme. Et je pense à l'heure où les ENSA sont encore comment dire, mobilisés, et notamment les étudiants, c'est bien de rappeler cette autre forme aussi, également, je dirais, de mobilisation par le projet. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Donc, et merci de se joindre à moi pour accueillir très chaleureusement Antoine ce soir. Bonsoir à tous. Déjà, merci de cette invitation. Je suis très content de revenir à l'école de Paris-la-Villette. J'étais venu il y a très longtemps et donc c'est l'occasion de revenir et puis effectivement de parler du projet urbain. Alors, c'est vrai que moi, j'ai jamais été très à l'aise avec le terme de projet urbain. Parce que c'est vrai que, enfin, d'une part, dans le projet urbain, il y a l'idée que le projet à grande dimension se ferait plutôt dans l'urbain, justement, c'est-à-dire qui ne concernerait pas nécessairement les territoires qui ne seraient pas considérés comme urbains. On sait évidemment que le projet territorial, il concerne tous les territoires. Et puis, il y a aussi, parce que j'enseigne aussi dans une école d'architecture à Paris-Val-de-Seine, il y a aussi le fait qu'on a un peu tendance à séparer le projet urbain du projet architectural, comme si ces deux champs, finalement, pouvaient être dissociés. Donc en tout cas, je vais essayer dans cette petite présentation, dans cette petite conférence, en tout cas d'essayer de vous montrer que ce ne sont pas des champs séparés, qu'en tout cas, enfin, vous verrez dans les projets que je vais présenter qu'il est souvent difficile de dissocier l'architecture de la question urbaine. Et puis aussi, vous allez voir, j'ai choisi de passer pour parler du projet urbain par la question de l'infrastructure. C'est pour ça que la conférence s'appelle Métamorphose de l'infrastructure. Car je crois profondément qu'en tout cas, les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le changement de paradigme, qui était la thématique autour du projet urbain, et on va dire le grand sujet de la condition terrestre, en tout cas, la thématique des infrastructures peut nous aider à travailler sur ces questions-là. Alors effectivement, tu citais la ville du périphérique pour aborder en tout cas cette question de l'infrastructure. Je vais m'appuyer à la fois sur un peu l'ancrage théorique de l'agence, et c'est effectivement la question des infrastructures, c'est un sujet qui nous intéresse depuis, avec Pierre-Alain Trévelot, depuis qu'on est étudiant, donc qui est passé par un diplôme qu'on a fait à 13 sur le boulevard périphérique, qui a donné lieu, c'était le groupe Tomato à l'époque, qui a donné lieu à cet ouvrage qui s'appelle Paris, la ville du périphérique, une étude faite en fin des années 90 et puis ouvrage publié en 2003 pour les 30 ans du périph.
Et puis aussi d'autres ouvrages, donc une réflexion qu'on a continué à pousser, toujours sur le territoire parisien, puis le territoire grand parisien, et puis La Terre est une architecture qu'on a publié récemment, qui effectivement pose plutôt la question infrastructurelle à l'échelle terrestre. En tout cas, je m'appuierai sur ces différents ouvrages. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là, ça y est, j'ai compris. Pour vous parler de 4 projets. Donc il y aura, je reviendrai sur la ville du périphérique, sur un des projets qu'on a fait à la suite de cette étude sur ce même territoire du boulevard périphérique, un projet à Bordeaux, et puis un projet qu'on fait à La Défense. Donc je dirais 4 projets d'échelle urbaine qui ont jalonné l'histoire de l'agence et qui à chaque fois éclairent d'une certaine manière la façon dont l'infrastructure n'est pas seulement un objet, mais aussi une notion qui peut nous aider à définir la façon de travailler, la façon d'élaborer un projet de transformation. Et donc ces 4 idées, l'étendue, on va le voir sur la ville du périphérique, la question de la permanence, l'enchevêtrement et la durée. Voilà. Donc, alors effectivement, peut-être juste donc, dire un mot de cette étude. Donc, je disais qu'on a fait à 13 étudiants et qui était donc à la fin des années 90, un moment aussi où dans les écoles, en tout cas, maintenant c'est assez bien, je pense, intégré, mais un moment où la question du contexte devenait en gros un générateur pour aborder la manière et l'apprentissage du projet, qu'en tout cas, on ne pouvait plus faire de projet sans s'appuyer sur les situations dont on héritait, sans la connaissance du contexte, et qu'il fallait nécessairement, pour travailler sur ce contexte, prendre le temps de s'y attarder, de l'arpenter. Et donc on va à ce moment-là, donc en 98, travailler un peu plus d'un an et demi sur ce sujet d'étude. Et puis évidemment, on va faire l'expérience que le domaine de l'architecture, ça ne se limite pas uniquement au bâtiment, que l'infrastructure elle-même peut être considérée comme un sujet architectural, mais pas que. Les réseaux, les espaces publics, tout ce qui forme ce paysage peut être un sujet d'architecture. Alors, à cette époque, on est très marqué par le travail fait dans les années 70 par Robert Venturi sur Las Vegas. Je pense que tous les étudiants dans cette salle doivent sans doute connaître cet ouvrage, mais je relirai quand même cette citation qui dit « Étudier le paysage existant est pour un architecte une manière d'être révolutionnaire, pas à la manière trop évidente qui consisterait à détruire Paris et à le recommencer comme Le Corbusier le suggérait vers 1920, mais d'une manière plus tolérante, celle qui questionne notre façon de regarder ce qui nous entoure. » Donc au fond, je dirais l'idée que pour travailler, pour faire du projet, en tout cas avec une ambition, on pourrait dire territoriale, une ambition de projet urbain, il faut commencer par se donner les outils de description de ce territoire. Il faut commencer par l'arpenter et puis aussi définir des modalités pour le représenter, pour le décrire. Et pour pouvoir l'interpréter. Et là aussi, il y a toute une littérature qui, en tout cas, qui va pas mal nous fasciner. The View from the Road de Kevin Lynch, Las Vegas, j'en ai parlé, mais aussi de puiser et de considérer qu'en tout cas, la démarche de projet passe d'abord par une recherche d'identification et de représentation. On va aussi être évidemment pas mal marqué par New York Délire et par la bigness de Rem Koolhaas, c'est sa façon en tout cas de décoder la condition métropolitaine qui évidemment est bien sûr le sujet du boulevard périphérique. Et puis on va aboutir je dirais, à fabriquer un certain nombre de cartes. J'en ai sélectionné juste quelques-unes qui vont pour nous tout d'un coup nous faire comprendre un certain nombre de choses. Pour caricaturer le boulevard périphérique, en tout cas à la fin des années 90, c'était un peu l'objet ennemi de la ville qu'on envisageait, je dirais, de pouvoir faire disparaître d'une certaine manière. Et ce qu'on va en fait comprendre en l'arpentant, en le décrivant, c'est qu'en réalité, cette
cet objet-là est beaucoup plus qu'un objet. Il est l'élément central d'un territoire qui est plus vaste, qui est plus épais, qui fabrique des formes architecturales, qui aussi fabrique un paysage très spécifique et qui l'organise d'une certaine manière, ce paysage très spécifique. Et donc on va produire un certain nombre de documents pour essayer de renseigner cet état-là, donc soit par analogie, soit par comparaison. Donc sur cette carte, vous avez compris ce dont il est question. On fera le parallèle avec la Seine et les grands espaces publics qui structurent la Seine. Donc comment cette infrastructure peut être vue d'une certaine manière comme l'infrastructure de la Seine, qui a elle-même la capacité à organiser le paysage autour d'elle. Et donc on va, comme cela, je vais aller assez vite, donc on va fabriquer la connaissance, donc ça c'est le travail des 13 étudiants. On va s'organiser pour essayer de se donner les moyens de représenter, de comprendre la nature de cet ouvrage, de ce qu'il met en question, de ce qu'il met en jeu. Un territoire qui peut être vu à la fois comme un seuil, mais aussi comme un objet, comme un fragment de ville en tant que tel, où il se passe des choses tout à fait intéressantes. Donc un des constats qu'on fera, c'est qu'il est fait de parties, il est fait de fragments. Certains sont des fragments plutôt qu'on appellera extraordinaires, donc c'est ces grands domaines dans lesquels vous avez des grands équipements, les armées, le parc de la Villette, des grands équipements métropolitains, on pourrait dire. Et puis aussi une histoire parallèle, et ça j'y reviendrai un peu en parlant de Pouchet, qui est plutôt son développement, là aussi, fait suivant des grandes logiques d'aménagement qui s'enchaînent, mais qui est un territoire plus habité, plus conventionnel. Et puis ce territoire, je disais, il a de l'épaisseur, on le comprend d'abord au travers de la caractérisation de son espace libre. Et puis aussi, on va comme ça produire tout un tas de documents pour essayer de comprendre effectivement les édifices, mais aussi l'architecture du vide, de quoi ce vide est fait, quelles sont les qualités de ces espaces ouverts, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe. Puis évidemment, ça c'est l'héritage aussi de Venturi. On est quand même dans un territoire, et qui reste d'ailleurs l'autoroute la plus empruntée d'Europe. Il y a plus d'1 million de véhicules chaque jour. Donc il y a une dimension comme ça on dira de monumentalité involontaire. C'est-à-dire les bâtiments qui sont là sont forcément plus grands, parce qu'au fond on les voit plus, parce qu'ils sont plus visibles, parce qu'ils s'adressent au paysage, parce qu'il y a du recul. Et donc ça va aussi évidemment jouer avec la vision qu'on en a dans le mouvement, dans le déplacement. Donc ça va aussi nous fabriquer un imaginaire, des outils pour faire le projet. Donc là, le cinéma, la photographie vont aussi rentrer dans le jeu des représentations et de la façon de pouvoir concevoir des projets. Alors autre carte un peu comme ça conceptuelle qui marquera notre travail. Donc l'idée que ce boulevard périphérique fabrique un territoire singulier. On n'est pas dans la densité du centre de l'agglomération, ni dans la densité de la première couronne. Que si vous dézoomez encore un peu plus, ce territoire est central. C'est-à-dire à l'époque, pour les élus en tout cas, c'est la périphérie parisienne, mais en fait c'est déjà le centre de la partie dense de l'agglomération, donc des 6 millions d'habitants. On est vraiment à équidistance en gros, on va dire on est entre la 86 et le centre de Paris, quoi. Donc on est vraiment au centre de l'agglo-dense. Et puis cette infrastructure, elle est aussi faite de parties très spécifiques qui sont en réalité, quand on le regarde bien, donc des formes d'ouvrages différents, des types de construction. Parce que le périph', c'est entre 58 et 73 qu'il est construit, donc c'est un chantier qui va durer 15 ans. Et on ne construit pas de la même manière avec on n'a pas du tout les mêmes, l'ingénierie n'est pas du tout la même au début et à la fin. Et puis surtout, on traverse une géographie où parfois il faut se détacher du sol, parfois au contraire on est au-dessus, on est en dessous, on est à niveau. Donc il y a aussi toute une logique qui va fabriquer un paysage très particulier. Et puis enfin, ce qu'on remarquera aussi, c'est que certes c'est un anneau très particulier, mais il est aussi dans des histoires transversales extrêmement fortes, qui sont les moments où il rentre en lien, en discussion avec
des événements géographiques particuliers. Donc ça peut être la traversée de la Seine, ça peut être un faisceau ferroviaire, ça peut être, là vous le voyez, la géographie, on est au niveau, c'est la butte de Romainville, donc on voit toute cette géographie particulière qui rencontre l'infrastructure, et ça donne lieu évidemment à des conditions très particulières pour agir sur le boulevard périphérique lui-même. Alors je dirais cette première étape, c'est-à-dire le fait de se dire au fond, si on veut travailler sur ces sujets-là, c'est-à-dire sur ces endroits qui posent des questions, où on reconnaît qu'il y a des grands dysfonctionnements, mais qu'il y a aussi des potentiels tout à fait intéressants, il faut s'attaquer aux infrastructures. Et on le voit, l'infrastructure, et c'est un peu l'objet du travail sur le périph', c'est évidemment pas qu'un objet, c'est pas qu'une architecture, c'est pas qu'un programme qu'on affecte à cet ouvrage, c'est aussi un territoire. Et donc ce basculement-là, on va avoir l'occasion d'aller encore plus loin en fait dans la recherche, puisque donc ce que je vous ai montré, c'est le travail de diplôme, 98. En 2003, les 30 ans du périph', on nous appelle pour publier le diplôme, ce sera la ville du périph'. Et puis en 2004, on se dit allez, on tente notre chance. Et donc on s'associe avec l'agence de Michel Gutmann, donc l'agence MGAU. Donc on fonde l'agence avec mon associé Pierre-Alain Trévelot. Et puis on se dit on va essayer de postuler pour... en fait, c'est un moment un peu particulier, tout le début des années 2000. Parce qu'en fait, quand on rend le diplôme, alors vous êtes trop jeune, mais vous étiez peut-être pour certains panais, mais en tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Bertrand Delanoë, donc, qui est le prédécesseur d'Anne Hidalgo, devient maire de Paris, et il décide de changer un peu la façon de politiquement s'adresser aux communes riveraines, et donc il crée un... Plus de micro, non, c'est revenu. Il crée un poste d'adjoint pour réouvrir en gros des relations avec les communes riveraines, et pour pouvoir avoir une pensée politique et une pensée de l'aménagement qui dépasse les limites administratives d'une certaine manière. Et donc c'est un peu cette chance-là dont on va bénéficier, parce que cet adjoint, Pierre Mansart, a connaissance de notre travail et dit mais votre travail il est super. Jusqu'à présent, à Paris en tout cas, le maire précédent, Jean Tibéry, considérait vraiment que le périph' c'était l'arrière de la ville, et donc un territoire sur lequel on pouvait tourner le dos. Et on pense aujourd'hui au contraire qu'il faut retrouver une façon de construire des relations avec les communes riveraines. Et bien sûr, cette vision-là, elle s'inscrivait déjà dans une vision territoriale plus large. Et donc à ce moment-là, on crée l'agence, puis on voit cette possibilité de répondre sur cette petite porte. Et on a pour nous le fait d'avoir produit ce travail de réflexion avec notre petite équipe Tomato. Et donc on dit on monte l'agence et puis on postule pour ce concours qu'on va remporter. Alors ça c'est pour la petite histoire. Alors quel projet ça donne, et puis si je commence d'abord par vous expliquer un peu les outils qu'on va mobiliser. Pardon, il y a une question. D'accord. C'est mieux là? D'accord. Okay, vraiment la technique est contre moi. Alors ce qu'on va mobiliser comme notion, au fond c'est assez simple, c'est-à-dire on va continuer à creuser le sillon de l'infrastructure, sillon qu'on n'a toujours pas épuisé, je vous rassure, à l'agence on continue de travailler sur cette question des infrastructures encore aujourd'hui, et vous le verrez dans le dernier projet que je montrerai. Mais on va se dire au fond, si on regarde bien, donc la porte Pouchet, c'est la porte qui est ici. Puis on se dit, au fond, on va essayer d'aller encore plus loin dans la compréhension, pas uniquement de l'infrastructure du périph', mais des infrastructures qui ont façonné le sol de ce site, qui font qu'aujourd'hui ce site est comme il est. Pourquoi? Parce que, et vous allez le voir, au fond, c'est ce qui détermine de la manière la plus évidente, la plus forte, la réalité de ce site, et en même temps celle sur laquelle il faut pouvoir agir pour le transformer. Alors ça va nous amener effectivement à regarder l'histoire infrastructurelle de ce site,
Et donc le site est sur la dernière enceinte fortifiée de Paris. Si vous connaissez un peu l'histoire de Paris, la dernière enceinte, c'est l'enceinte de Thiers, donc qu'on voyait sur l'image. L'enceinte de Thiers, donc c'est la dernière enceinte de Paris qui va être construite en 1840. En réalité, c'est l'enceinte qui sera construite, puis immédiatement obsolète une fois qu'elle est réalisée, parce qu'elle est faite pour éviter qu'on puisse atteindre le centre de Paris avec de l'artillerie. Puis en fait, le temps qu'on la construise, l'artillerie va évoluer, et quand elle sera finalisée, en réalité, on pourra atteindre le centre de Paris en étant à l'extérieur de l'enceinte. Donc quasiment aussitôt, on envisagera sa démolition. Mais ce qui est très intéressant, et vous le verrez dans les images, c'est qu'évidemment, cette infrastructure qu'on va construire, donc cette infrastructure qu'on va construire, elle prend une forme, évidemment, c'est une architecture en tant que telle, une architecture monumentale, qui est faite d'un mur, donc c'est le mur que vous voyez en coupe, mais aussi, donc, au-delà de ce mur, d'une zone non constructible de 250 mètres. Donc si vous prenez le contrefort de ce mur, qui permet qui fait le chemin de ronde, l'ouvrage lui-même, et puis le glacis, on est sur un ensemble qui fait 400 mètres de large. Et alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à partir de cette infrastructure, en fait, et de cette forme donnée au sol, qu'on va ensuite pouvoir, vous allez le voir, fabriquer d'autres infrastructures et aussi évidemment hériter d'un sol qui va être celui dont on dispose pour faire le projet. Alors voilà, c'est ce qu'on voit là. Donc cette infrastructure, elle est absolument colossale. Elle a été démolie, vous allez vous en rendre compte. Mais c'est donc au travers de ce mur, on y fait passer les trains pour alimenter le cœur de Paris. Puis il y a des portes. Et ça, c'est la porte Pouchet que vous voyez là, la porte sur laquelle on va travailler, donc avec la barrière d'octroi. Et donc vue d'un côté et vue de l'autre. Qu'on va commencer en fait qui va être déclassé en 1919 et qu'on va commencer progressivement à démolir. Donc ça, c'est l'ouvrage en question. Donc vous voyez que c'est un chantier absolument colossal, et ça, c'est tout autour de Paris, sur les 35 km de la périphérie parisienne. Voilà. Et là, on voit un peu ces images. Donc là, on est dans les années 30. Donc en fait, on a déclassé en 1919. Puis on a commencé donc à démolir. On voit encore ici une partie de l'ouvrage. Ça, c'est exactement la porte Pouchet. Donc vous reconnaissez qu'en fait, dans cette zone non édificandie, en réalité, dans cette zone, ce n'est pas une zone libre. En fait, dedans, il y a des parties, on n'a pas le droit de construire. Mais en réalité, vous avez ici un cimetière. 1930. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est qu'on va donc démolir cette enceinte et puis commencer à l'occuper. Donc on va remplacer l'enceinte en fait par les HBM, donc qui est cette ceinture de logements, les logements en briques que l'on voit très bien, en briques rouges que l'on voit très bien tout le long de l'Est parisien, que l'on voit très bien depuis le périph'. Et puis donc dans la zone donc qui est quand même occupée, on va donc petit à petit y construire donc un peu plus tard dans les années 50, et ça c'est plutôt la politique hygiéniste, on va plutôt y construire des équipements et tout un tas d'équipements sportifs, profitant du fait qu'on a effectivement ce terrain plutôt mis à plat, qui est cette zone non constructible, et donc on va pouvoir la mobiliser pour y installer un certain nombre d'équipements. Puis la dernière étape, ce sera les années 70, avec deux éléments assez marquants. En fait, on va voter une loi donc, qui est la loi Lafay, qui va permettre, dans cette zone qui restait quand même un espace, je dirais, en tout cas dédié avec une vocation d'équipement, on va autoriser à ce qu'on y construise un certain nombre de logements sociaux. Donc on va y construire toute une série de tours et de bars pour pouvoir en fait répondre à l'insalubrité du cœur de Paris. Et puis bien sûr, on va construire le boulevard périphérique. Donc vous voyez là, il est en chantier. Ce boulevard, il va avoir une configuration assez particulière à cet endroit-là, puisqu'en fait, il est dans cette partie-ci en talus, d'accord, donc il est légèrement surélevé, pour pouvoir en fait arriver au niveau de la porte, être en aérien, en pont, pour franchir le cimetière
sans trop l'impacter. Donc en fait, quand vous allez sur place, c'est un truc quand même assez incroyable. Vous avez au milieu des tombes quelques piles du périph' comme ça. Donc ils ont essayé de taper entre les tombes du cimetière, mais il y a eu quand même quelques impacts. Mais en tout cas, on a vraiment la rencontre de ces deux grandes infrastructures, le périph' et le cimetière, qui cherchent justement à pouvoir s'accepter l'une et l'autre. Voilà, là on voit le périph', on devine ici, on voit un peu le cimetière ici, et donc on passe ici en ouvrage pour justement le cimetière se glisse sous le périph' pour pouvoir passer. Alors en fait, pourquoi je vous montre tout ça, ce qui est intéressant, c'est que l'héritage, c'est-à-dire quand on commence à travailler sur ce sujet, il est défini par l'héritage de ces grands mouvements de sol, de construction de ce sol, fait, je dirais, de multiples décisions et de construction d'infrastructures. Alors là, on reconnaissait la voie ferrée qu'on franchissait tout à l'heure sous le mur d'enceinte qui est ici. Donc la voie ferrée, on reconnaît le périph'. Alors même, vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que on projette même de raccorder sur le boulevard périphérique l'autoroute A15. Cette autoroute ne sera pas réalisée. Pour autant, l'emprise de l'autoroute, elle, va rester un espace réservé. Donc en fait, le spectre de cette infrastructure qui sera conçue mais pas réalisée va nous livrer en fait un sol qui aujourd'hui est devenu en fait un jardin qui nous conduit, qui nous finit par nous conduire jusqu'à la Seine en fait. Et d'ailleurs, le périph' lui-même a encore les oreilles sur les côtés qui permettent de venir accueillir la 15 qui n'a jamais été réalisée. Vous allez voir que dans le projet, le spectre de cette infrastructure va évidemment être un levier tout à fait intéressant. Alors, donc faisant ce travail un peu généalogique, c'est-à-dire le sol a cette forme, comment on se l'explique, quelles ont été les grandes décisions qui fabriquent cet héritage de la forme de ce site. Évidemment, on va là aussi s'appuyer sur un certain nombre d'ouvrages, de références, et notamment le travail de Rossi sur la permanence des formes et la manière dont les formes se perpétuent indépendamment de leur fonction dans la durée. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire cette petite citation très belle. À ce sujet, il ne faut pas oublier que pour la théorie de la connaissance, la différence entre le passé et l'avenir réside précisément en ce que le passé s'inscrit en partie dans notre expérience présente. La signification des permanences est peut-être là, elles sont un passé qui continue de faire partie de notre expérience. Alors ça va nous amener effectivement à s'installer dans la théorie toute rossienne de la ville faite par parties, des parties qu'on peut regarder de façon indépendante et qui peuvent en réalité composer une certaine manière d'envisager le projet. Chaque, évidemment, infrastructure portant en elle-même un fragment tout à fait spécifique. Donc ça, c'est le site quand on se met à travailler dessus en 2003. Alors juste un mot très rapide pour que vous compreniez un peu la situation. Donc on retrouve les grandes composantes. Donc les HBM sont venus s'installer sur l'ancien mur des fortifications. Et puis là on avait la fortification, donc on a remis à plat cette voie qui est en fait en balcon sur les terrains de sport qui sont en contrebas. Vous vous souvenez, le mur et puis en contrebas la zone. Le cimetière, donc le périph' qui enjambe le cimetière, et puis ces logements sociaux, et puis tout autour, en fait, tous les espaces vides occupés par ce qu'on n'avait pas voulu mettre dans le centre de Paris, donc les camions pour l'entretien de la ville, les pompiers, une préfourrière, le tas de sel pour saler l'hiver, le boulevard périphérique, donc tout le secteur occupé par des services urbains à cet endroit-là. Et alors ce que vous voyez ici, c'est cette fameuse emprise de l'autoroute A15, donc ce grand terrain non constructible, parce que, ayant décidé de faire l'autoroute, on avait aussi prévu qu'on ne puisse pas évidemment y construire sur cette emprise.
Donc à partir de cette situation, on va se dire, il faut continuer à travailler sur ces infrastructures et les considérer comme des fragments. Et donc il y a 4, on pourrait dire, faits urbains marquants. Il y a le couple entre le contrebas des terrains de sport et la rue ici qui est le Maille-Bréchet, qui est donc à cette époque une rue qui sert de parking en fait. Il y a bien évidemment le cimetière et la rue Rébière, donc qui est l'arrière du cimetière. Tous ces îlots-là qui sont des grands équipements sont desservis par les maréchaux. Donc en réalité, cette rue-là est un arrière, c'est-à-dire elle adresse quasiment pas ces bâtiments. Et en fait, elle est très large et c'est un des lieux de camionnettes et de prostitution du quartier. Donc c'est un endroit qui a sa vie, mais qui est effectivement plutôt un endroit caché. Il y a bien sûr cet ensemble de logements existants, donc auxquels on peut associer la tour Bois-le-Prêtre, qui est ici, que réhabiliteront un peu plus tard Lacaton et Vassal. Mais effectivement, l'héritage de ces logements qui ont les pieds dans la Préfourrière, en fait. Et puis enfin, il y a le boulevard périphérique, avec cette chance que le boulevard périphérique est en ouvrage. Donc ici, il est en talus, mais ici, il est en pont. Et donc, qu'il possède aussi dans son domaine un dessous, un espace qu'on peut franchir. Et il se trouve que cet espace du dessous, évidemment, vous vous en doutez, il s'installe aussi dans une histoire qui peut être celle de l'héritage de l'autoroute A15 et aussi potentiellement du cimetière. Donc on va travailler sur l'association entre le potentiel du dessous et l'ouvrage qui est au-dessus. Alors ça va donner, ça c'est la maquette faite au moment du concours en 2003, mais on comprend quand même ça assez bien, les grands éléments du projet. Donc l'idée, ça va être d'équiper le mur du cimetière et donc de venir construire des logements contre le cimetière. Donc évidemment, ça va produire une typologie très particulière. Nous, à l'époque, on dit, c'est devenu un peu un slogan, mais à l'époque, on dit il faut que les nuisances soient créatrices, il faut que les contraintes soient créatrices d'une certaine manière d'installer des programmes. Donc l'idée, ça va être de faire des logements évidemment assez particuliers. Ces logements vont nous permettre justement de retravailler sur le patrimoine, de faire ce qu'on appelle des opérations tiroirs, c'est-à-dire de construire pour pouvoir reloger les gens, construire par anticipation. On devine ici la place qui se glisse sous le périph', la transformation de cet îlot, donc qui était une des pièces aussi, avec l'idée que cet îlot, on va chercher à le faire traverser le périph', et puis le Maille-Bréchet derrière. Donc je vais aller assez rapidement sur les fragments pour ne pas être trop long. Donc le premier fragment, donc vous reconnaissez, alors je suis un peu dans l'autre sens, le périph' est ici, les HBM sont là, le Maille-Bréchet est là, puis là vous avez les stades, c'est construit dans les années 50. Et là on voit l'existant et le projet. Donc en fait, l'existant, donc je le disais tout à l'heure, on a cette rue qui sert de parking, et puis on a ici encore d'ailleurs certains bouts du mur encore, ce qu'on a pu garder, la géométrie du mur n'était pas la même, mais il y a quand même certains éléments qui à certains endroits sont conservés. Donc on a l'héritage du glacier en contrebas, puis là on voit effectivement le périph' sur le talus. L'idée va être au fond assez simple, c'est qu'on va s'appuyer sur la topographie du périph' et du mail pour redéfinir un sol continu qui va nous permettre de rehausser les terrains de sport pour pouvoir glisser sous ces terrains les services qui occupaient en fait le pied de l'ensemble d'habitat social. Donc on va remettre en fait dans une configuration beaucoup plus lisible aussi et d'adressage le périph' et ce qui était l'héritage du chemin de ronde des fortifications. Alors côté Maille-Bréchet, ça va effectivement permettre de retrouver en fait une logique plutôt liée à la ceinture verte, donc plutôt équipée, et on va réussir à faire disparaître les voitures. Alors on est aussi avec Delanoë dans le début de
de la longue transformation des mobilités à Paris. Donc on a aussi un terreau assez favorable pour pouvoir alléger un peu l'emprise des voitures de l'espace public parisien. Ça va pas mal nous aider. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir consacrer une bonne partie de l'espace du parking pour pouvoir y installer un jardin. Et puis voilà une vision la même mais un peu plus haut. Ce que vous voyez là, c'est la rehausse effectivement des terrains de sport au même niveau que le périph', donc qui permet aussi tout d'un coup de remettre dans une continuité, dans une relation, effectivement, l'infrastructure et le sol pratiqué de la ville. Et là, donc l'architecte qui va faire ça, c'est Bruno Madère, donc avec un cahier des charges qui demande que le rez-de-chaussée de ce bâtiment soit très transparent, c'est-à-dire qu'on puisse rendre lisible en fait l'appartenance de la mise en relation en fait de ces dispositifs infrastructurels, celui de la ceinture et celui du périph', et aussi de faire un bâtiment qui soit pas trop haut, c'est-à-dire qu'on puisse faire en sorte que le paysage du périph' reste un paysage ouvert. Voilà, donc ça va donner, là, quand on est vraiment sous le bâtiment, on est vraiment entre les terrains de sport et le périph'. C'est vraiment un moment, donc évidemment on se protège un peu, il y a du verre, parce qu'il y a du bruit, mais on est dans un système qui installe cette continuité, qui peut aussi laisser imaginer que le jour où il y a moins de voitures sur le périph', ou en tout cas qu'elles font moins de bruit, ou qu'on peut s'arrêter, déjà on a donné des qualités d'espace public et d'adressage potentiel à cet ouvrage. Alors, donc la rue Rébière, je l'évoquais, donc le sujet, la rue faisait 24 mètres, on va dire on prend 12 mètres dans la rue qui longe le cimetière pour y installer des bâtiments. Donc voilà, on voit la coupe, donc ça c'est l'existant qui est ici, mais qui est desservi plutôt de l'autre côté. Et puis on va proposer de décliner des typologies assez particulières qui sont des immeubles qu'on construit le long du cimetière. Donc à Paris, il y a une tradition de construction de logements. Si vous prenez le Père-Lachaise, il y a des situations comme ça fait des très beaux logements en fait. Donc c'est la construction des vues sur le cimetière, des vues dérobées, du retrait. Enfin, c'est une thématique architecturale assez passionnante. Ne pas monter trop haut également, parce que si vous montez haut, vous êtes exposé au bruit. Donc vous êtes loin, vous êtes un peu bas, et comme ça vous pouvez aussi trouver une façon de vous installer dans un endroit comme celui-là. Donc ça c'est la situation un peu avant, donc la voirie est très large, etc. Et puis voilà ce que ça donne. Donc ça donne une rue très particulière comme ça. Alors c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on hérite aussi à un endroit de la possibilité, parce que cette rue elle fait 600 mètres, donc on hérite de la possibilité aussi de faire une transversale ici, qui nous permet de récupérer en gros des accès, une accessibilité vers des services dans la profondeur du 17e arrondissement. Voilà, donc ça va fabriquer un paysage de rue comme ça assez intéressant. Et puis, donc il y aura aussi donc l'îlot Borel, donc avec la transformation de la barre. Donc il y avait deux tours. Donc il y avait une tour qui était collée au périph', qui sera démolie, qui est la tour Borel. Et puis il y avait la tour Bois-le-Prêtre qui sera réhabilitée. Donc là aussi, il y a toute... Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Il y a toute une démarche avec les habitants sur qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on garde, comment on transforme, etc. Mais effectivement, la spécificité, en tout cas, de cet îlot sera d'y adosser une rue qui n'existe pas, et surtout de réussir à faire en sorte que le boulevard périphérique, qu'on ne construise pas contre cette infrastructure, mais qu'au contraire, on puisse venir l'accueillir, construire de part et d'autre, faire des immeubles qui viennent quasiment toucher en fait, le boulevard périphérique, des immeubles ouverts, et évidemment, ce faisant aussi un travail morphologique pour protéger du bruit les logements qui sont derrière. Donc un travail qui va associer des programmes différents, ceux qu'on peut exposer au bruit, etc., et ceux au contraire qu'on ne peut pas exposer. Donc ça, c'est, vous voyez, ça c'est la situation avant. Donc ça, c'est les camions de nettoyage. On ne voit pas la préfourrière, mais la préfourrière est derrière. Voilà, mais ça c'est. Alors il y aura un immeuble qui sera construit parce qu'il est justement pas sur l'emprise parisienne. Hein, c'est cet immeuble que vous voyez là, fait par Roland Castro et Sophie Denisov, et qu'on viendra chercher avec le projet. Puis voilà, là on devine un peu des fragments de cet îlot avec la transformation
de la Barre par les architectes Robin et Guillès, et puis ici un hôtel fait par Ardel Le Bihan, hôtel qui au fur et à mesure qu'on s'éloigne du périph' se baisse pour faire entrer la lumière et tout en continuant à protéger du bruit. Voilà, et le dernier peut-être fragment, je pense, ça vaut vraiment le coup si vous avez c'est pas pour faire la pub de l'agence, mais si vous avez la curiosité d'aller voir, je pense que c'est vraiment assez intéressant, parce que en 2003, quand on a proposé ça, il y avait assez peu de gens qui nous soutenaient, qui nous disaient votre projet est super, mais ça on fera autrement, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a un espace public sous le périph'. Donc on a passé 10 ans à convaincre qu'on pourrait très bien faire un espace public sous le périph' et que ça produirait quelque chose de vraiment intéressant. Et il me semble que la promesse est tenue. Alors, évidemment, la chance, c'est que quand le périph' est en hauteur, vous n'avez pas le bruit, parce que le bruit monte, c'est tout simple. Mais ça, si vous n'allez pas sur place, vous n'en faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et puis l'autre chance, c'est comme on n'a pas construit la 15, il n'y a pas de bretelles, donc il y a assez peu de circulation qui est liée au périph'. On ne peut pas accéder ou descendre du périph', donc c'est un endroit finalement qui est assez calme. Et puis, donc ça c'est l'héritage de la 15 qui déjà côté, là on est à Saint-Ouen, eux déjà ils ont utilisé ce potentiel, ils ont fait un jardin. Et donc nous l'idée va être assez simple, en fait on va dire il y a un jardin d'un côté, le périph' est en pont, regardez le métro parisien, c'est un ouvrage qu'on a détesté, puis maintenant c'est un objet de patrimoine. Si on commence à en prendre soin, à reconnaître que c'est un monument dans la ville, que c'est une architecture remarquable, on peut peut-être faire de cet ouvrage là aussi quelque chose d'intéressant. Donc on va dire, on va donner des qualités à cet ouvrage, reconnaître que ça fait partie du patrimoine, et donc pouvoir faire un espace public en dessous qui nous permettra aussi d'aller chercher l'espace public du cimetière et d'aller comme ça jusqu'au parc Martin Luther King qui est à Batignolles. Donc ça c'est le avant. Donc vous voyez, en fait évidemment c'est pas entretenu et ça, mais c'est un ouvrage qui est très bien construit. Vous voyez, avec un dessin de structure, un certain type de coffrage, des grandes portées, c'est un espace assez puissant, quoi. Et donc on va le nettoyer, l'occuper, l'ouvrir, et surtout l'ouvrir le plus possible pour que ce soit vraiment, quand vous êtes sur place, un élément qu'on peut traverser sans aucune difficulté. Donc ça c'est les photos avant, et puis effectivement l'idée ça va être, en ayant concentré dans un îlot la densité, de pouvoir aussi retrouver du sol plantable de pleine terre pour pouvoir dérouter les surfaces qui étaient celles des activités présentes. Alors là aussi, ce qu'on voit, c'est que donc il y aura un concours de maîtrise d'œuvre que va gagner l'agence Terre, donc qui va faire l'aménagement de la place. Avec un petit bâtiment qui vient d'être livré, qui a été fait par l'agence Colomer du Mont. Mais donc là aussi, avec la préparation d'un travail où ce jardin, il travaille aussi sur ce sol hérité, sur cette pente et sur cette topographie pour vous protéger du bruit quand même de l'avenue de la Porte Pouchet, qui est un des accès qui permet d'aller à Saint-Ouen et à Clichy. Donc là aussi, tout un travail sur le nivellement du sol pour être confortable. Voilà, donc un peu les avant-après, quoi. Voilà. Et donc voilà, là on voit une photo assez récente, je pense, aérienne. Donc on voit les constructions de la rue Rébière, et on voit ce grand mouvement en fait ici, donc qui permet d'aller chercher. Là vous êtes en fait au TGI en fait à peu près ici. Donc d'aller chercher, et puis au-dessus vous allez chercher le méandre de la Seine au nord. Voilà donc l'assemblage des parties, le plan de rez-de-chaussée évidemment avec donc une indépendance des parties, mais une certaine façon d'assembler ces parties autour de quelques espaces publics clés là où les choses se rencontrent, et notamment une des idées ce sera de retrouver ce tracé, cette rue en fait,
qui permet de passer très simplement, très directement, et d'aller chercher, la continuité paysagère qui s'installe au nord. Alors, un troisième projet, toujours pour vous parler d'une dimension, je pense, tout à fait intéressante de l'infrastructure, et qui nous parle cette fois de son appartenance terrestre et de la notion d'enchevêtrement. Et comment cette notion, c'est ce qu'on va voir dans le projet que je vais vous présenter, peut nous donner des outils pour fabriquer le projet. Alors, en fait, pour parler de Bordeaux, là aussi, il faut dézoomer un tout petit peu. Il faut effectivement s'installer, je dirais, jusque dans l'estuaire de la Gironde. Là, c'est une vue depuis la station internationale. Donc, c'est vraiment une vue prise de l'espace. Mais on voit que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la marée se fait sentir jusqu'à Bordeaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, en tout cas, le projet que je vais vous montrer, qui est sur les bords de la Garonne, donc dans le centre de Bordeaux, est un projet qui est un sol qui est façonné par ces mouvements qui viennent depuis la mer. Alors, voilà, donc là, on est dans la partie, on va dire, du centre de l'agglomération bordelaise. Le secteur dont je vais vous parler, le projet qu'on fait, se situe ici, donc sur ce qu'on appelle la plaine rive droite de Bordeaux, qui est en fait historiquement, si vous connaissez un tout petit peu Bordeaux, il y a ce qu'on appelle la rive de Pierre, et puis il y a ce qu'on appelle la rive nature, puisque cette rive, en réalité, est délimitée par les coteaux, donc par cet élément géographique très important. Et c'est sur ce secteur qu'on va être amené à travailler. Et alors, ce qui est... voilà, donc on voit ce secteur de façon un peu plus zoomée. Ce secteur, il est donc très proche, on reconnaît la place des Quinconces, il est très proche de l'hypercentre. Il est surtout en lien, vous le voyez ici, avec la gare Saint-Jean. Donc on est, je dirais, on est vraiment juste en face de la gare. Adossé, en fait, on est aussi sur la commune de Floirac, cette commune qui se situe ici. Et donc c'est un secteur comme ça qui occupe l'ensemble de ce périmètre. Alors en fait, pourquoi parler d'enchevêtrement ? Parce qu'en fait, le travail qu'on va faire sur ce projet, il est d'abord porté par un travail qu'on va faire sur l'espace public et sur le sol dont on hérite. Et travailler sur ce sol, ça va nous amener en fait à essayer de comprendre, je dirais, de quelle est sa nature géologique, donc en quoi ce sol aujourd'hui est en prise avec ce qu'il a façonné dans le temps, et vous allez voir que ça nous oblige à remonter un tout petit peu pour comprendre ça et pour pouvoir agir. En fait, une des questions, c'est quand on arrive sur le site, on se rend compte assez vite que c'est un sol qui a été très largement non seulement imperméabilisé, mais qui est très soumis au risque d'inondation. Donc on essaie de comprendre quelles en sont les raisons et quels sont les leviers sur lesquels on peut travailler pour agir. Et puis évidemment, l'autre donnée, c'est plutôt ce qui se situe au-dessus de la croûte du sol. C'est le fait qu'on constate que ce dont on hérite, il y a aussi une nature qui est plutôt une nature sauvage, donc qui est plutôt ce qui s'est constitué sur les ruines, on pourrait dire, de ce grand site industriel en très grande partie abandonné, qui a une valeur écologique tout à fait intéressante, mais là aussi, on se dit qu'il va falloir un peu réfléchir sur la façon dont la transformation du secteur pourrait nous amener à mobiliser cette qualité de nature, cette qualité de biodiversité, mais qui est plutôt une nature férale. Donc on va là aussi faire rentrer dans la réflexion un certain nombre d'auteurs.
ceux qui parlent plutôt de la stratigraphie et des couches géologiques, et puis ceux qui nous renseignent davantage sur la biologie. Et évidemment, tout ça, c'est, vous vous en doutez, très en prise avec la pensée latourienne sur la façon de travailler sur cette pellicule, sur cette zone critique, là où je dirais, se conjuguent les grandes questions terrestres à partir de ces composantes je dirais, souterraines et en même temps aériennes. Alors là aussi, deux petites citations. Bruno Latour: la Terre est un ensemble d'êtres vivants et de matières qui se sont fabriqués ensemble, qui ne peuvent vivre séparément et dont l'homme ne saurait s'extraire. Donc là, notre réflexion, ça va être de travailler sur une formation, une transformation du sol, une infrastructure du sol, qui aurait l'ambition de faire avec les milieux dont on hérite, et aussi de reconstituer bien sûr un certain nombre de milieux en lien avec la formation géologique dont on hérite. Et puis la citation d'Anat Singh: les infrastructures travaillent avec toutes sortes d'entités, vivantes ou non vivantes, pour produire des effets féraux. Ces effets sont l'anthropocène. Par féral, on entend ici une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d'infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain. L'idée aussi que, évidemment, ce projet qu'on va construire dans un temps long, on va essayer de passer notre temps au fond, à l'accompagner, à le construire en marchant, et aussi en reconnaissant qu'un certain nombre de choses nous échappent, et que donc on agit, mais que évidemment la Terre et les occupants de ce territoire sont aussi des agents pour le projet. Alors, donc on va opérer en fait une première, là aussi, retour à Tomato, la ville du périph', on va opérer une première tentative de reconnaissance et de représentation de la situation dont on hérite pour pouvoir l'interpréter. Donc, quelle est la qualité des sols, quelle est la qualité de la géologie, qu'est-ce qui est issu de processus, on pourrait dire, je dirais, naturels, et puis de processus faits par la main de l'homme. En fait, on se rend compte que tout ça est assez mélangé. Et là aussi, je dirais, l'histoire nous fait comprendre que, vous vous souvenez, on était dans l'estuaire de la Gironde, donc tous ces terrains-là étaient des marais qui fluctuaient avec les marées donc de l'océan. Et pour pouvoir rendre cette terre habitable, cultivable, il va falloir l'assécher, il va falloir la poldériser. Et donc ce processus-là, il est assez classique, c'est-à-dire on fait des canaux, des vatringues, des écluses, etc. On assèche pour pouvoir cultiver. Et donc tout le réseau que vous voyez là, donc le réseau hydraulique s'installe, et c'est évidemment aussi le cas. Vous voyez, pardon, voilà, nous on est dans ce secteur-là, donc on va aussi hériter tout un système hydraulique en fait qui a permis d'assécher en fait le sol. Et puis le deuxième événement donc sur ce secteur, c'est qu'on va aussi y amener d'autres infrastructures, pas uniquement les canaux, mais aussi l'industrie. Donc ça, c'est plutôt la révolution industrielle. On va construire une digue. Et puis, ayant mis la digue, eh ben, on est moins embêté par les marais. Et donc, on va pouvoir recouvrir, imperméabiliser, faire venir le train, etc. Alors évidemment, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est mais la digue qu'on a construite il y a X temps, elle est plus très solide, il faut l'entretenir, et puis il y a la montée des eaux, et puis en fait on a tellement imperméabilisé qu'on ne sait plus gérer les eaux, donc on est dans un état de risque extrêmement important. Donc ça c'est le point de départ, et donc l'idée qu'on va mettre en œuvre depuis il y a 10 ans, et maintenant qu'on continue de poursuivre. Vous voyez là, on voit d'ailleurs très rapidement la façon dont justement la forme du sol évolue au fur et à mesure du temps, et la façon dont les différentes infrastructures modifient
hein, je dirais la géologie du sol. Hein. Vous voyez là la zone d'expansion du fleuve, comment elle est petit à petit contenue jusqu'à je dirais la période actuelle où on a effectivement la digue, les zones inondables. Et puis le projet qu'on est en train d'installer à l'intérieur de ce dispositif. Alors, pour bâtir ce projet, on va là aussi on va mobiliser un certain nombre de références, et notamment alors peut-être celle-là elle est un peu osée, mais on va aller chercher des architectes qui ont, ou des paysagistes, en tout cas des moments où on ne faisait pas forcément la différence d'ailleurs, en tout cas des concepteurs qui conçoivent d'abord le projet autour d'une armature paysagère multifonctionnelle, c'est-à-dire capable de gérer la question du paysage, la question de l'eau, la question des mobilités, et puis aussi d'un ouvrage qui évidemment tient compte de la nature d'un site. Donc là on montrait le nôtre, mais on pourrait aussi évidemment citer Homestead à Boston. D'un projet, je dirais, d'infrastructure paysagère. Alors pour construire cette infrastructure paysagère, on a de la chance, en fait, c'est que les infrastructures sont déjà là, et on pourrait dire que le paysage est déjà là. Donc tout le travail, ça va être en réalité de s'appuyer sur la métamorphose, la transformation de l'héritage de ces infrastructures, notamment en les reprogrammant, mais aussi en les complétant et en les vous allez le voir, en les refaçonnant pour certaines, de façon assez légère, pour y accueillir des fonctions qu'elles n'accueillent pas aujourd'hui, notamment les fonctions, pas uniquement de mobilité ou de déplacement, mais aussi les fonctions hydrauliques. Donc ça, c'est les photos prises il y a 10 ans. Donc vous voyez qu'on est sur des belles infrastructures. L'intérêt, c'est qu'elles sont larges, quoi. Donc on peut pas mal les transformer. C'est l'intérêt, c'est que plus vous partez d'une situation difficile, plus évidemment vous pouvez la façonner. Et puis on a aussi l'héritage de ce patrimoine industriel qui a disparu, en fait, qui a été remplacé un peu comme toujours par plutôt de la logistique de camions. Voilà, donc vous voyez, et puis donc cet héritage-là qui est tout à fait intéressant. Et donc l'idée, ça va être, vous le devinez là, de construire à partir de ça une réflexion, une armature de paysage capable aussi, là vous voyez la topographie, capable d'accueillir le risque inondation, c'est-à-dire capable de gérer aussi l'hydraulique. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est-à-dire d'utiliser l'eau, ça va être aussi la matière première pour alimenter le vivant, donc pour pouvoir consolider les milieux de vie, la biodiversité, pour aussi rafraîchir les quartiers, retenir le plus possible l'eau, éviter de la rejeter, ralentir son évacuation quand elle est trop importante, etc. Donc ça va donner cette trame d'espace public, donc qui utilise des choses existantes. Là, vous avez l'ancienne voie ferrée, on voyait la photo tout à l'heure. Là, on va faire un grand parc, en fait, qui est en étude et qui est même qu'on est en train de préfigurer. On va bien sûr mobiliser la ripisylve, les bords de la Garonne, pour tout de suite faire un grand jardin avec les paysagistes Pascal Cribier, Patrick Écoutin. Et puis on va aussi monter une équipe avec pas mal d'ingénierie hydraulique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à travailler avec le risque inondation et comment le projet est fabriqué à partir de ce risque, et aussi avec une dimension paysagère mais aussi écologique, donc aussi avec des spécialistes des milieux, c'est-à-dire quels sont les milieux dont on hérite, quel est l'état de la biodiversité, et notamment de celle qui est apparue dans les espaces industriels, en fait, et comment cette biodiversité-là, on va pouvoir la consolider, parce que comme on hérite d'un terrain marécageux, en fait très peu perméable, il y a tout un tas de secteurs humides. Dès que vous n'êtes pas imperméabilisé, très vite vous avez des zones humides et donc des habitats particuliers. Voilà, donc dans l'autre sens, on voit l'armature de paysage, et donc on va en fait depuis 10 ans et encore pendant 10 ans travailler sur cette armature
et la consolider, considérant qu'ensuite, ce qui est en blanc, c'est la construction des îlots, qui en tout cas s'installe, qui est mis en relation par l'espace public. Voilà, donc un des sujets, enfin il y a tout un tas de sujets, en fait je vous montrerai très rapidement quelques images du jardin qui est ici, ou du parc. Donc il y a tout un travail je l'évoquais, c'est-à-dire de microtopographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dépollue, comment est-ce qu'on forme légèrement les mouvements du sol pour trouver des dépressions qui permettent d'accueillir les fluctuations de l'eau, mais aussi un certain type de milieu vivant pour la faune, la flore, etc. Et là aussi, l'attitude par rapport aux voies ferrées, donc là aussi l'héritage du périph', c'est-à-dire plutôt que de venir construire des immeubles écrans, on met plutôt un parc en fait. Donc ce qui construit, en fait, quand vous arrivez à Bordeaux par le train, ce qui est génial, c'est que en fait la gare c'est un terminus, donc en fait le train va tout doucement quand il arrive ici, juste avant de passer la Garonne et de rentrer dans Bordeaux. Donc c'est un moment, un peu comme quand vous arrivez depuis Paris en TGV à Lyon, c'est-à-dire vous rentrez par le parc, quoi. Donc ça va être l'opportunité aussi de construire un peu l'entrée métropolitaine dans Bordeaux et de fabriquer un parc pour la densité au devant. Et donc ce travail-là, il se fait à partir de la formation et de la déformation du sol. Et voilà, et là, donc c'est un travail effectivement assez fin qui permet de comprendre les hauteurs d'eau et aussi les mises en continuité de l'eau. Et en fait, on va... Donc l'ingénierie, le bureau Ingérop, on va beaucoup travailler avec eux là-dessus. D'ailleurs, ça va leur amener pas mal de notoriété sur ces sujets-là, parce que à l'origine, ce secteur est un secteur du PPRI où on ne pouvait pas faire le projet. Et en fait, le fait de reconfigurer tout le système hydraulique avec cette infrastructure va nous permettre de mieux sécuriser les quartiers existants, c'est-à-dire de minimiser le risque sur des parties existantes. Donc cette démonstration-là, elle permettra, devant les services de l'État, de réécrire la règle, en fait, en tout cas de la changer plutôt, pour pouvoir faire le projet. Donc ça va être aussi une façon intéressante d'engager la transformation. Voilà, donc voilà une carte aussi, on voit tous les milieux vivants. Donc par exemple, ce parc-là, c'est un parc effectivement qui est d'abord constitué autour de la fabrication des milieux, de l'héritage des espèces à certains endroits qu'on maintient et qu'on conforte, et évidemment du parcours de l'eau. Voilà, donc ça fabrique aussi des espaces publics et une nature qui, partant de ce qui existe déjà, finalement, on a parfois un peu du mal à la confondre avec ce qui était déjà en fait présent. Donc il y a un premier travail qui va être fait sur les bords de la Garonne, sur la Ripisylve. Là, on voit le chantier justement du parc Eiffel. Donc on a commencé à faire des terrassements, et puis en fait le parc devrait être livré dans 10 ans, mais on va déjà commencer à le planter en fait, parce que le paysage, c'est vraiment évidemment quelque chose qu'il faut commencer à construire très tôt. Donc on voit déjà que les systèmes hydrauliques se sont déjà engagés. Puis voilà, puis on voit déjà une première partie de ce grand jardin qui a été livré. Et puis du travail qui est fait, voilà, sur les espaces publics de la ZAC. C'est un endroit aussi, on a fabriqué un parc sportif, un espace public qui est à la fois un jardin et en même temps un équipement sportif. Donc voilà, on voit un peu toutes ces images. Donc en tout cas, le Garonne-Eiffel, l'idée, peut-être pour rajouter une petite couche, que une des dimensions de l'infrastructure, c'est d'être pas un objet qu'on aurait posé dans un environnement et qui serait étranger, mais bien au contraire, en réalité, un système qui, pour reprendre les termes de Bruno Latour, qui fait corps à corps, d'une certaine manière, avec la Terre elle-même et les éléments qui la constituent. Alors, dernier projet, si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que pas être trop long, alors ça démarre avec un mot compliqué, hétérochronie durée, donc qui est une dernière dimension que je voulais aborder avec vous, qui est la question
du temps et effectivement de la durée dans l'infrastructure, et qui permettra aussi d'aborder la question de la matière, qui là aussi, je pense, fait écho aux grandes questions terrestres qu'on aborde aujourd'hui sur l'énergie, le carbone, et comment est-ce qu'on peut opérer aussi une façon de travailler sur ces grandes infrastructures. Alors je ne suis pas allé chercher n'importe quelle infrastructure, je suis allé chercher là aussi un des exemples les plus marquants de ce qu'a produit la période moderne, la défense. Mais en même temps, il y a d'autres exemples qu'on pourrait mobiliser, les villes nouvelles, certaines zones d'activité, Val-de-Fontenay, enfin il y a un certain nombre, en tout cas d'héritages de la modernité qui sont aussi on pourrait dire des grands moments de la fabrication d'infrastructures et dont la question de la transformation se pose. Alors là, je vous ai mis une image LIDAR, qui sont des images assez fascinantes, je trouve, qui sont des images de vue d'avion, mais qui sont faites au laser, en fait, avec un laser hyper puissant, et qui montrent, c'est un peu ce qu'on voit sur cette image, c'est-à-dire, je dirais, sur un même plan, et ensemble, ce qui a été effectivement la couche qui a été façonnée par l'homme, hein, donc cette couche géologique, comme disent les tenants de l'Anthropocène, et en même temps en lien avec la géographie naturelle, la vallée de la Seine, le Mont Valérien, tout ce qui constitue la géographie de ce territoire, de ce paysage. On reconnaît très bien la défense ici, hein, on reconnaît tous les éléments, et effectivement on voit qu'on est à une échelle géologique, non, avec ce projet. Alors pourquoi on a une échelle géologique? Parce qu'on a fait un chantier absolument colossal qui commence avec le chantier du RER A, et puis voilà quelques images qui montrent comment est-ce qu'on arrive à fabriquer un ensemble. Faut avoir une sorte de confiance absolue dans le progrès, je pense, quand on se lance dans un exercice comme ça. C'est je dirais, tout l'héroïsme de la modernité. Donc ça part du grand axe, et puis on va projeter sur cette topographie, sur cette géographie, un ensemble entier qui est à la fois un projet urbain, mais aussi un projet architectural, c'est-à-dire construit comme une architecture. Donc là, on voit un peu l'ampleur du secteur. Je ne sais pas si on réalise très bien l'échelle, en fait, mais effectivement, on voit un peu les différentes étapes de constitution de ce très grand projet. Je ne prendrai pas le temps de faire toute une séance sur la défense. Je pense que vous connaissez assez bien le secteur. Mais en tout cas, l'héritage, effectivement, d'une infrastructure totale, on pourrait dire, qui s'installe dans cette géographie sur laquelle il y a déjà pas mal de relief. Voilà, là, on voit le reportage dans les années 70 de Paris Match. Voilà le chantier. Donc voilà la coupe, donc effectivement d'un sol qui est pas un sol pelliculaire, c'est-à-dire qui révèle l'épaisseur de ce sol. Hein, c'est-à-dire que là on voit que, je dirais même la caractérisation entre l'espace public du dessous et puis ce qui se passe dans l'entraille de ce bâtiment, en fait nous montre bien que je dirais la séparation entre projet urbain, projet architectural, espace public, édifice, on est là évidemment passé dans une autre dimension. Voilà donc voilà quelques images un peu pour situer en fait l'héritage sur lequel on va être amené à travailler, donc d'un projet qui se construit et qui continue de se construire. C'est ça qui est assez fascinant à la Défense, en tout cas, c'est que on est dans un chantier permanent en fait, et c'est évidemment dans cette continuité là qu'on va nous-mêmes devoir se situer. Voilà, la construction de la dalle en 75. Voilà, et donc le projet qui nous intéresse, qui est le fait de travailler sur ce secteur. Donc là, vous êtes sur ce qu'on appelle le cours Michelet,
donc qui est un des secteurs qui est tout juste à l'ouest en fait du Croissant, là, pas très loin de la Seine. Et ce qui va être intéressant, c'est en tout cas de voir la façon dont cette infrastructure n'est pas à considérer comme un objet ni achevé, ni qu'il faudrait démolir pour pouvoir lui redonner des qualités, bien au contraire, mais qu'on peut là aussi considérer que cette infrastructure-là est en quelque sorte une architecture capable de se transformer sur elle-même. Et avec, vous vous en doutez, l'objectif de lui trouver d'autres qualités, pas uniquement d'espace public, mais, enfin si quand même, parce que en fait, on le voit assez bien sur l'image, on hérite au fond d'un espace qui est à la fois cloisonné, mais aussi complètement dissocié du sol naturel. Hein. D'ailleurs, le boulevard circulaire à cet endroit-là fonctionne quasi comme une autoroute urbaine. Donc, comment retrouver des formes de continuité entre le sol de la ville et puis le cours qui est à 12 mètres plus haut, en fait. Donc, comment est-ce on peut retrouver des formes de mise en continuité, mais aussi comment ce sol artificialisé, on pourrait lui donner des qualités d'un sol naturel. Donc là, je dirais, les inspirations, ça va être de considérer qu'au fond, cet ensemble-là, il n'est pas très différent du mur d'Aurélien, non ? C'est-à-dire qui, en fait, entre 271 et 1967, n'a cessé de se transformer sur lui-même. Donc l'idée de se dire qu'on peut considérer l'objet de la défense comme un morceau de patrimoine, comme un morceau de terre, qu'on va pouvoir continuer à bricoler, à façonner. Donc là aussi, il y a évidemment une tradition dans l'histoire de l'architecture qui nous montre, enfin pas qu'une tradition d'ailleurs, qui nous montre qu'en tout cas les bâtiments n'ont de cesse, non ? Les fonctions changent, mais les bâtiments s'inscrivent dans la durée, se sédimentent. Il y a évidemment quelques très beaux exemples. La basilique, évidemment Saint-Pierre de Rome, qui va se superposer à un certain nombre de constructions antérieures, la basilique de Constantin, le cirque de Néron. Voilà, donc vous voyez là aussi cette idée du chantier permanent qui va nous amener en fait et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire pour pouvoir travailler sur cette matière, il faut en gros s'y prendre un peu comme les archéologues, c'est-à-dire que au fond, il n'y a pas de plan, on n'a pas un état de connaissance de ce grand ouvrage. Il y a des archives, mais bon, en fait, les archives correspondent aux plans qui ont été des plans. On n'a pas forcément les plans de chantier, donc les choses ne sont pas forcément faites comme elles ont été dessinées. Et puis surtout, il y a tellement déjà d'époques différentes qu'en fait, plus personne n'a la connaissance de cet objet-là. Et donc, en réalité, pour pouvoir le travailler, il faut faire comme les architectes du patrimoine. C'est-à-dire il faut essayer de comprendre comment c'est construit, faire des sondages, déconstruire, comprendre les logiques constructives, et puis aussi trouver des logiques constructives, proposer des logiques constructives qui s'appuient sur l'intelligence de ce qui a déjà été fait avant nous. Donc honnêtement, c'est assez passionnant en fait, parce que ça va aussi nous permettre, en s'intéressant à ces constructions, de savoir ce qu'on peut réutiliser, ce qu'on peut mobiliser, quelles sont les bonnes décisions à prendre, quel est le meilleur levier en fait entre l'effort que vous allez faire pour la transformer, puisque vous allez gagner du point de vue de l'énergie que vous dépensez, du résultat sur l'espace public, etc. Donc voilà, là on voit. Alors vous voyez aussi qu'on a aussi un héritage intéressant quand même de paysages, même si on est dans un environnement un peu comme à Pouchet au départ, c'est-à-dire où la voiture est un peu l'élément dominant, où il y a des très beaux matériaux, mais où tout ça est effectivement un peu dans un état d'obsolescence avancée, où il n'y a pas de rez-de-chaussée dans les immeubles, où à chaque fois qu'il y a pas de vocabulaire d'une architecture un peu d'échelle humaine, quoi. C'est-à-dire que soit vous avez des tours, soit vous avez des édicules techniques, quoi. C'est un peu l'un ou l'autre. Donc évidemment, le sujet, ça va être
de travailler là-dessus. Et donc pour ça, on va par exemple se dire, au fond, quand on sonde la dalle, en fait, on se rend compte qu'il y a une épaisseur structurelle, c'est tellement colossal qu'en fait, on n'a plus d'1 mètre vide, qui est juste l'épaisseur de la structure. Et qu'on peut assez facilement utiliser cette structure pour récupérer l'eau, mettre de la terre, rajouter des arbres, rafraîchir l'espace public, etc. Donc on va, un peu ce que vous voyez là, c'est-à-dire on va en fait mobiliser ces caissons pour avoir une gestion du paysage, mais aussi de l'hydraulique, qui utilise la qualité de l'infrastructure en place. Donc ça, c'est le pied. Donc là, on voit, alors c'est un peu en chantier parce qu'ils construisent une tour en ce moment, mais on voit en fait, il y a à peu près 12 mètres qui séparent le bas et le haut, mais c'est sans transition. Ça, vous avez des façades aveugles où on a mis des parkings. Alors il se trouve qu'en fait, les gens viennent essentiellement quand même avec les transports en commun à cet endroit-là, et de plus en plus. Donc en fait, les parkings sont à moitié vides. Donc vous avez l'héritage de parkings qui sont en partie désertés, et effectivement la difficulté de passer de la ville de Puteaux, donc du sol naturel, au-dessus de la dalle, sauf à emprunter des escaliers techniques. Donc tout le travail, ça va être là aussi de chercher parfois à réouvrir un peu cette tranche pour éclairer des parkings, remplacer des parkings par autre chose, etc. Voire même de trouver des façons de faire descendre l'espace public sur le sol de la ville. Donc en essayant de trouver au fond une façon là aussi de trouver une nouvelle un peu topographie, une nouvelle forme de cette infrastructure pour la faire atterrir. Donc ça va donner lieu en fait donc je dirais à tout un travail qui récupère des passerelles, parce qu'en fait les passerelles, elles sont, au début tout le monde voulait les démolir, mais en fait les démolir, ça coûte de l'argent, de l'énergie. En fait, elles sont assez bien pour peu qu'on les remette dans un système qui les complète. Donc, de faire ce qu'on appelle, peut-être de façon un peu brutale, des connecteurs, mais en tout cas des dispositifs, des systèmes d'articulation, des architectures qui, au fond, émergent un peu de cette grande infrastructure et qui permettent de un peu mieux la faire adhérer au sol naturel. Et évidemment au paysage qu'on peut y installer. Donc voilà, il y a un certain nombre de situations, de fragments, de parties qu'on vient assembler à cet endroit-là. Voilà, et pour finir avec, voilà, on voit là ce grand plan d'espace public avec ces dispositifs-là de connecteurs que vous voyez là, des parties aussi perméables, et puis un travail là aussi de topographie pour retrouver des formes de continuité, faire circuler l'eau, etc. Voilà, là on voit un peu donc le travail sur ces connecteurs. Donc là vous voyez par exemple en bleu, c'est la façade d'un parking dont on peut imaginer qu'on le récupère et qu'on le réouvre pour trouver un programme qui permette de passer d'un espace à un autre. Et puis c'est aussi une certaine façon de retrouver d'intégrer la passerelle, mais aussi de trouver des façons de monter, donc de faire des ouvrages, des architectures un peu monumentales, de grands escaliers plantés, par exemple, etc. Et aussi un vocabulaire voilà, de petites architectures qui ne sont plus uniquement le vocabulaire technique des édifices, mais des architectures en tant que telles. Voilà, donc ça nous a amené, je vais terminer sur ces quelques petites vues, à fabriquer des images aussi pour changer un peu le regard sur l'univers finalement assez un peu froid, un peu dur de la Défense, et donc de réinscrire un peu ce travail-là dans une forme un peu de pittoresque par la transformation de l'espace public. Là, le sol, par exemple, en pavé, on récupère tous les pavés qu'on peut, qu'on refaçonne, parce qu'il y a vraiment des matériaux déjà en place qui sont intéressants. Voilà, c'était la dernière image. Merci. Une question ? Un peu plus
plus long que prévu, désolé. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir effectivement répondu à notre invitation de réfléchir sur peut-être ces changements de paradigme, la façon de réfléchir sur le projet urbain. Je vais ouvrir tout de suite à des questions de la salle. Qui voudrait poser la première question? Bonjour, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de voir les démarches innovantes et en même temps toujours très enracinées et fondamentées, non, de TVK. J'avais une petite question par rapport au symbolique du bâti existant dans l'infrastructure, notamment parce que je me retrouve dans un projet aujourd'hui où, en tant qu'urbaniste, il y a des bâtiments qui sont liés à cette infrastructure parce qu'ils étaient bâtis à ce moment-là. Et donc, au niveau politique, symboliquement, ils sont très forts. Et donc, cette question de démolition, non-démolition est très reliée à cette symbolique-là. Et tout de suite, les politiques, ils se disent on réaménage, donc on démolit, parce que comme ça, on redonne une autre image. On est dans le 21e siècle où la matière d'aujourd'hui, ce n'est plus ni le métal ni le béton, sinon c'est le déjà là. Donc, comment faire passer ces messages-là? Et je me pose surtout la question sur Port-Pouchet, où bien sûr il y a eu la Catonnet Bassal et tout, mais en tant qu'urbaniste, on arrive en amont. On ne peut pas non plus faire les faisabilités de tous les bâtiments, de tous nos, on peut faire des projets de tous les bâtiments. Donc, comment on se positionne en tant qu'urbaniste là-dessus? Merci. Ouais, c'est une question effectivement qui est... Merci déjà de cette question, Gemma. C'est une question effectivement qui est pas simple, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension que tu évoques qui est très juste, c'est que on est toujours dans le traumatisme en France des grands ensembles et de l'urbanisme des années 70. Ça c'est clair. Et c'est effectivement très difficile. L'exemple que je prenais avec la place sous le périph', c'est-à-dire le périph', et je pense il l'est toujours, l'objet d'une détestation incroyable. C'est-à-dire le changement de paradigme, c'est-à-dire de se dire, en fait, ce qu'on a construit comme infrastructure, mais on pourrait dire le périph', les grands ensembles, etc., au fond, c'est ce que défend la Caton Vassal, hein, d'ailleurs, au fond, on a là effectivement une infrastructure capable, quelque chose qu'on peut reprogrammer, reconfigurer, et c'est ce qui aussi permet de rentrer dans une économie qui permet de faire des meilleurs logements, par exemple, et évidemment de rentrer dans une réflexion écologique qui permet d'utiliser de la matière qui est déjà mise en œuvre, donc avec un poids carbone nul, je dirais même un poids carbone positif, on pourrait dire. Je pense que ça paraît évident, et en même temps, je pense que c'est très difficile encore, culturellement, pour un certain nombre, je pense, d'acteurs, et notamment d'acteurs politiques, de le dépasser. Aussi, ce qui recoupe sans doute une préoccupation du moment et des revendications des étudiants, qui est qu'il n'y a pas assez, je pense, de gens formés sur les questions architecturales, pas assez d'architectes dans les villes, dans les communes. Je pense que les politiques, il y a un problème culturel sur ces questions-là. Et tant qu'on ne dépassera pas cette question, je pense, culturelle, tout simplement, qu'il n'y aura pas plus de gens éclairés, renseignés, instruits sur ces questions-là, et que ça ne percolera pas dans le politique, ce sera très difficile de faire évoluer les choses, je pense. En tout cas, ce sera à chaque fois des exceptions, quoi. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un vrai... je pense que c'est un débat qu'il faut vraiment ouvrir à l'échelle nationale sur ce patrimoine-là et pour expliquer, démontrer... je veux dire, ça paraît fou qu'on ait dépensé qu'on ait fait autant d'efforts, qu'on ait dépensé autant d'argent, autant d'énergie à construire des infrastructures gigantesques et qu'on ne soit pas capable de les réutiliser et qu'en gros,
l'horizon, ce soit de se dire il va falloir démolir pour reconstruire. On est dans l'aberration la plus totale, en fait. Donc ça, effectivement, je pense qu'il y a du chemin à faire. En fait, sur Pouchet, c'était assez intéressant d'ailleurs, peut-être juste pour donner un peu un éclairage. En fait, il y avait évidemment l'héritage de ces infrastructures construites. En fait, il y avait 2 tours et une barre. En fait, il y avait aussi une dimension sociale qui était vachement importante. En fait, il y a une tour qui a été démolie. Mais je dirais, en fait, la décision de la démolir, cette tour, elle était liée au fait qu'elle était collée au périph' et qu'on avait des petits logements mono-orientés sur le périph', dans une structure béton qu'on ne savait pas transformer. Et c'était une tour qui était déjà, où il y avait beaucoup de vacances, qui était à moitié vide. Donc là, le processus, ça a été plutôt en fait, on a fait la rue Rébière avant de démolir. Il y a plutôt un processus où on a construit, on a relogé les gens, en fait, enfin ceux qui voulaient rester. Et puis on a construit plus de logements. Donc mais il y a pas mal de gens qui sont restés dans le quartier. Donc en tout cas, il y avait aussi évidemment cette question-là. Puis il y avait le concours sur la tour Bois-le-Prêtre. On avait décidé, enfin en tout cas avant même qu'on ait fait le concours, on avait pris la décision de dire celle-là, en fait, t'avais que des grands logements. Elle était plus loin du périph'. Donc c'était évident qu'on pouvait la réutiliser. Mais en tout cas, parfois les situations, le logement au bord du périph', c'est un sujet très compliqué. Et ça, c'est pas prêt de bouger. Bonjour Antoine, c'est très sympa de te voir ici, donc on est très content. Moi j'avais une question sur Bordeaux, donc le projet je trouvais très, très intéressant, donc autour de ce que tu as présenté comme une espèce de nouvelle écologie urbaine autour des éléments, notamment de l'eau. Donc tu as beaucoup présenté la charpente publique, cette espèce d'infrastructure écologique, et je serais intéressé de t'entendre sur l'autre versant du projet urbain, de ce projet urbain, qui est-ce que tu as laissé en blanc dans les dessins, c'est-à-dire et la question t'étonnera pas, comment finalement cette nouvelle dimension de l'écologie urbaine aussi offre un nouvel horizon sur la question des tissus urbains, sur la question des nouvelles questions typologiques que ça ouvre, et comment tu appréhendes ça, par exemple, sur un projet comme Bordeaux? Alors déjà, on a une mission un peu limitée sur les édifices. C'est un très très grand projet, hein. Il y a 150 hectares. Donc on pourrait dédier une agence à ne faire que ça. En réalité, c'est plutôt nous, les missions qu'on assure, c'est plutôt le plan guide et son actualisation. Et dans le plan guide, on est à un niveau sur les formes. D'ailleurs, je vois que Vincent Hertenberger nous a rejoint, qui dirige tous les espaces publics à l'agence et qui s'occupe entre autres de Bordeaux. On a plutôt une mission, donc je disais, de plan guide, où on va jusqu'à un certain point, c'est-à-dire sur le travail sur les densités, on va dire sur les tissus, quoi, parce qu'il y a évidemment qu'on soit plutôt adossé à il y a des parties, il y a des tissus pavillonnaires, en fait. Donc il y a vraiment des endroits où on travaille sur des échelles habitées qui sont plutôt de l'ordre de la maison. Et puis à l'inverse, il y a des parties où on est très dense, quand on est face au parc, on a de la place, etc. Donc nous, on a plutôt un travail en tout cas sur la question du blanc, on a plutôt un travail d'experts et de conseils sur le calcul des densités, etc. Mais ensuite, la partie plus classiquement, c'est-à-dire de concours, de suivi, de choix des lauréats, de suivi des opérations, etc. Soit c'est plutôt fait par des architectes coordonnateurs de secteur, on pourrait dire. Donc il y a un architecte urbaniste qui s'appelle Guller et Guller, qui a travaillé plutôt sur un des secteurs là où il y a le boulevard Joliot-Curie, qui est la partie centrale. Et nous on fait les espaces publics, en fait. Et puis il y a par exemple Claire Shorter et Kobe qui travaillent sur un autre secteur. Donc et puis aussi l'EPA qui gère aussi en direct avec les opérateurs des consultations, etc. Donc on n'est pas pleinement engagé, ce qui est ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres propositions qu'on fait. On peut
en gros assurer toutes les missions. Là, c'est pas le cas, donc c'est un travail, je dirais, partenarial avec tout un tas d'autres personnes. Mais en tout cas, et c'est vrai, et pour ça on a beaucoup de chance, on a gardé je dirais, la possibilité de faire ce travail sur les espaces publics. Et pour nous, en fait, c'est un laboratoire génial parce que, d'une part, le travail sur le paysage, si tu le fais pas sur le temps long, en fait, pour les étudiants, faut réaliser que, en fait, l'espace public, quand vous faites de l'espace public, ça coûte à peu près au mètre carré, je sais pas, entre 150 et 400 € du mètre carré. Quand vous faites un bâtiment aujourd'hui, le mètre carré, c'est entre 1008 et 2005, quoi. Donc, tout ça pour dire, en fait, que l'espace public, c'est 5 à 10 fois moins cher, en fait, que le bâtiment. Et donc, ça offre de la souplesse, d'en faire plus. Enfin, nous, il y a des espaces publics qu'on a fait, sur lesquels on réintervient, par exemple. Donc, on peut expérimenter des choses. Donc, il y a tout un tas d'expérimentations qu'on peut faire, et c'est des sujets, je pense je trouve qu'on ne forme pas assez. On dit qu'il faut plus d'architectes, il faut aussi des architectes qui soient bien formés. On a besoin d'architectes pour dessiner l'espace public. Donc ça fait aussi partie, et parce que c'est des questions éminemment architecturales. Si vous regardez uniquement ces sujets-là du point de vue de l'ingénierie ou du paysage, vous passez à côté de tout un tas de sujets quand même. Donc en tout cas pour nous, déjà ce sujet-là est un sujet assez passionnant. Voilà. Donc il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien. Bon, peut-être une dernière question. Ou d'autres. Vous avez commencé la conférence en faisant cette distinction entre le projet urbain, mot que vous n'aimez pas utiliser en plus, et l'échelle de l'édifice. Et effectivement, dans cette sorte de coordination entre ces deux pôles, là, vous terminez la conférence en disant que finalement, aujourd'hui, dans la production de la ville, c'est finalement assez compliqué de faire en sorte que les choses se coordonnent bien. Donc, ma question, c'est comment faire ? Alors, il n'y aura pas de réponse vraiment à cette question. Mais bien, quelles sont vos ambitions, en tout cas, sur ce sujet-là ? Ouais, disons que je pense qu'il est... c'était un peu par provocation que je disais que le terme projet urbain, il fallait un peu le questionner, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a l'écueil du quand on fait du projet urbain, on ne ferait pas de l'architecture, sinon on dirait juste on fait du projet. Donc ça, je pense qu'il faut toujours un peu être méfiant. Et puis aussi, il y a l'idée, et c'est celle-là qui, à mon avis, doit le plus susciter notre méfiance, qu'il y aurait une certaine façon de faire le projet urbain. Et c'est vrai qu'il y a, il y a une tradition du projet urbain à la française, le plan masse, la forme urbaine, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, cette question du projet urbain, elle doit d'abord s'appuyer sur les situations dont on hérite. C'est pour ça que j'insistais pas mal au début là-dessus. C'est que, alors c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mobiliser des outils. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de l'infrastructure, parce qu'il me semble qu'en tout cas l'infrastructure, pour peu qu'on la mette à un niveau qui est plutôt un niveau un peu théorique, un peu conceptuel au départ, elle nous donne des outils pour réfléchir sur des situations et des outils pour pouvoir agir en fait et développer des stratégies pour agir. Et vous voyez qu'entre les projets, que ce soit Bordeaux, où effectivement Bordeaux, ça s'apparente peut-être plus, on pourrait dire, à un plan guide. Encore que quand Alexandre Chemetov fait le plan guide à l'île de Nantes, tout est défini au départ. Nous, le plan guide de Bordeaux, il s'appuie plutôt sur des équations de milieu vivant, d'hydraulique, mais il est quand même il reste assez malléable en fait. Il reste assez malléable. Donc Pouchet, on est clairement pas on n'est pas dans le plan masse en fait. On travaille sur c'est vraiment un travail par fragments. On travaille sur des objets. On essaie de
entre, je sais pas quoi, entre le cimetière et la rue Rébière, on essaie de faire dialoguer des infrastructures, on essaie de trouver des interfaces entre la place et le périph'. On cherche, en fait, sur ces objets, à mettre en relation des formes d'espace public très différentes, et créer des interfaces. Et c'est ça le ressort, en fait, du projet. Il y a d'autres outils. À l'agence, l'occasion, si vous me réinvitez, je pourrais vous parler de la façon de travailler sur ce que nous on appelle la scénarisation, mais qui est en gros les fictions, comment on s'appuie sur les méthodes de fiction pour travailler sur le temps dans le projet urbain. Voilà, on voit que sur la défense, on commence à rentrer dans la question de la matière, comment est-ce qu'on travaille sur le carbone, donc je pense qu'en tout cas, sur le projet urbain, c'est pas une discipline, quoi. Vous voyez, c'est le projet. Il y a discipline du projet, et puis il y a des objets, il y a des sujets qui sont à regarder dans leur complexité. Et là, on revient à Bruno Latour, c'est-à-dire si vous voulez vraiment agir sur le monde, il faut agir depuis le monde. Il faut réatterrir, il faut être dans le monde, il faut comprendre les situations dont on hérite, il faut les représenter, il faut les interpréter. Et c'est en faisant ce chemin, en fait, qu'on va pouvoir essayer d'anticiper sur l'avenir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure. Là, oui, il y a quelqu'un. Excusez-moi. Encore une question. Merci Antoine pour cette belle présentation. Je voulais poser une question sur la dimension de recherche qui sort aussi de cette présentation. On ne peut pas ignorer aussi les qualités des images et certaines représentations qui appuient, étayent les propos développés. Et je vois que certains éléments sont aussi allés chercher a posteriori, une fois que le projet a commencé, que certaines orientations ont pris forme. Du coup, je voulais savoir comment vous orientez la recherche qui nourrit un projet. Comment vous situez cette recherche en agence d'architecture dans le champ de la production de connaissances? J'ai aussi l'impression qu'on cherche des éléments qui peuvent du coup appuyer l'action qu'on est en train de faire, qui est un petit peu différente d'une production de connaissances dans le milieu académique et de recherche. Et quel postulat vous défendez au sein de l'agence en menant tous ces types de recherches du coup, autour d'un objet architectural et urbain? Alors, ouais, merci Juan de cette question qui est un sujet très vaste. Enfin, c'est vrai quand on a fait notre diplôme sur le périph', on faisait de la recherche. C'était pas de la recherche sans doute académique, en tout cas comme on la ferait dans un labo à l'école, ou en tout cas, mais c'était un travail qui visait à produire de la connaissance théorique avec une dimension opératoire, donc un travail de recherche par le projet. Et je dirais les thématiques de recherche sur lesquelles on travaille à l'agence, c'est des thématiques qu'on porte depuis la création de l'agence, depuis même la fin de nos études. C'est pour ça que je pense que ce moment, enfin pour les étudiants, ce moment-là, il est très important parce que ça ouvre. Enfin, je pense la recherche, c'est des choses on termine pas une recherche. On continue à l'alimenter tout au long je pense, de son parcours professionnel, etc. Donc, en tout cas, je dirais la recherche à l'agence, c'est vraiment depuis le début une dimension qui existe à l'agence et qu'on a consolidé toujours plus. Donc avec effectivement une équipe qui fait ça, David Malo, Armel Lemouelik, enfin il y a plusieurs personnes, docteurs qui travaillent sur cette dimension-là, puis aussi les architectes de l'agence que ça intéresse. Elle est effectivement, je pense, absolument nécessaire pour fabriquer des outils qui permettent de faire les projets. Mais tu as raison, c'est vrai c'est un mouvement circulaire, c'est-à-dire il y a
les expérimentations posent un certain nombre de questions, et puis sur ces expérimentations, on produit, on ressoulève un certain nombre de problématiques. Ces problématiques amènent à engager une démarche de recherche avec un corpus, des verrous, etc. Mais on voit que cette démarche-là, bien qu'on essaie de la mener avec tout le sérieux possible, qu'elle fasse l'objet d'un certain nombre de publications dans des revues scientifiques, elle est encore difficile à faire reconnaître, en tout cas auprès du ministère, comme une recherche, je dirais, purement théorique, en tout cas, qui porterait pas en elle une dimension opératoire. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet. Donc là aussi, il y a une réforme dans les écoles qui doit conduire à davantage construire des mémoires de master, des liens avec les labos dans les écoles, et puis une recherche qui est aussi faite avec les outils de l'architecte, c'est-à-dire qui n'est pas une recherche sur l'architecture avec les outils des sciences humaines, par exemple. Mais je pense qu'il y a là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, à défricher. Ça doit passer par les écoles, et ça doit aussi être, effectivement, se faire en agence et être reconnu comme tel. Mais en tout cas, peut-être pour répondre très directement à ta question, je pense que, pour revenir aussi au point de départ, le changement de paradigme, le fait de devoir remettre en question tout un tas de choses que l'on pensait acquises, et aussi faire face à l'état du monde, ça va supposer pas uniquement de faire des projets, mais aussi de produire de la connaissance, d'aller chercher d'autres disciplines, donc de construire des formes de réflexion et d'action qui existent assez peu aujourd'hui, en fait.